Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va un peu parler de l'économie circulaire. Bon alors on attaque directement dans le vif du sujet. L'économie circulaire, c'est un terme qui est né en 1989 dans la parution d'un livre sur l'économie de l'environnement. Mais elle commence à vraiment prendre de l'ampleur au début des années 2010 grâce à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, et qui s'en sert de plus en plus dans ses rapports. Alors l'économie circulaire, c'est pas vraiment un système mis en place ou à mettre en place, et ça n'a pas vraiment de définition précise. En fait, c'est plus un concept vers lequel tous les acteurs économiques, les industries, les citoyens et les organismes de recyclage devront se tourner de plus en plus à l'avenir, pour aller vers une économie plus sobre en ressources et minimisant les impacts environnementaux. Bon, en gros, pour réduire la quantité de ressources qu'on prend à la Terre, et aussi réduire la quantité de déchets qu'on lui rend. Pour que l'économie circulaire soit plus compréhensible et plus facile à aborder, l'ADEME l'a découpée en 7 piliers répartis dans 3 domaines différents. Le premier, ce sont les acteurs économiques, donc en gros toutes les entreprises qui commercialisent un produit ou un service. Le deuxième domaine, ce sont les consommateurs, donc vous et moi, et vous verrez que quand même on a un impact assez important par rapport aux industries. Et le dernier domaine concerne les organismes de la collecte de tri et du recyclage. Bon alors on attaque direct avec le premier domaine qui a 4 piliers et qui concerne les acteurs économiques. Salut, c'est Nico du montage. Oui, déjà dès le début de la vidéo. En fait, je me suis trompé dans mes termes. Le terme acteur économique, ça concerne en fait même nous, les consommateurs. Là, je voulais vraiment parler des fabricants, des entreprises. Je me suis un peu gouré, désolé. Le premier pilier sur lequel ces entreprises doivent travailler, c'est l'approvisionnement en ressources durables. Le principe, c'est de se fournir en matières premières issues de ressources durables et recyclées, mais aussi acheter localement et utiliser une énergie verte et renouvelable pour alimenter les usines. Par exemple, pour un fabricant de gourdes comme AirUp, par exemple, au hasard, hein. Son plastique doit être d'origine recyclée pour être considéré comme issu de ressources durables. Et les machines qu'il a fabriquées doivent être, elles, fournies en énergie qui est dite verte. On pourrait imaginer que cette énergie est issue de panneaux solaires sur le toit des usines qui alimentent les machines, par exemple. Le deuxième pilier, lui, se concentre sur l'éco-conception. L'éco-conception, c'est le fait de concevoir un produit en prenant en compte chaque phase de son cycle de vie, pour qu'il pollue le moins possible à chaque étape. Donc ça commence par la fabrication, en allant jusqu'à la fin de vie, en passant par le transport et l'utilisation. Si on garde l'exemple de la gourde AirUp, il faudra qu'elle utilise moins de matière et un minimum de matériaux différents pour être considérée comme éco-conçue. Mais il faut aussi que les développeurs pensent à sa fin de vie en se demandant comment je peux la rendre réparable si jamais elle se casse. Et si quelqu'un veut la jeter, est-ce que ma gourde est bien composée de matériaux pouvant être recyclés? L'éco-conception, c'est sûrement la partie la plus compliquée pour les développeurs de nouveaux produits, car ces fabricants sont soumis à de plus en plus de contraintes dues aux nouvelles lois qui sortent chaque année. Le troisième pilier, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Par là, on entend la réutilisation des flux. Donc je vais vous donner 2 exemples. Le premier, et qui existe depuis longtemps, c'est l'eau que vous avez tous chez vous. Après votre douche, l'eau est récupérée, envoyée dans une station d'épuration qui va la nettoyer, la recycler pour la renvoyer dans le système. C'est exactement cela qu'on demande de faire donc aux industries. Par exemple, dans l'industrie carton, lors de la production d'une caisse de déménagement basique comme celle-ci, il y a forcément des chutes de carton. Ces chutes sont donc récupérées pour faire d'autres caisses à base de fibres recyclées. Vous l'avez compris, le but étant de recycler un maximum les flux pour éviter tout le gaspillage que ça peut engendrer. Le quatrième et dernier pilier qui concerne les acteurs économiques, c'est l'économie de la fonctionnalité. Alors ce pilier, je le trouve grave intéressant parce qu'il est quand même pas mal diversifié et en fait on connaît tous un système ou un produit qui fonctionne de cette manière. En gros, l'économie de la fonctionnalité, c'est plus qu'une entreprise vend un produit, mais plutôt un usage de ce produit. On pourrait par exemple imaginer ça chez un fabricant de smartphone. Pour les personnes qui ont un vieux smartphone et qui n'ont pas envie de le changer, en fait on pourrait imaginer que les fabricants récupèrent votre smartphone, changent juste les composants qui sont un peu vieux dedans, comme la batterie ou les puces et tout ça, et ensuite en mettent des neufs dedans pour que votre téléphone marche parfaitement. D'ailleurs, Apple fait déjà un peu ça en changeant la batterie des iPhones usagés. En effet, le système d'un iPhone ralentit quand il détecte que la batterie est dans un mauvais état. Mais lorsque vous mettez une batterie neuve, le système refonctionne exactement comme au premier jour. Ici, Apple ne vend plus un smartphone, mais un service qui permet un usage plus durable de celui-ci. Bref, on vient de finir le premier domaine, on va attaquer maintenant le second qui concerne
Les consommateurs, donc nous en fait. Car oui, on a un rôle à jouer en tant que consommateur. Dans un premier temps, c'est en étant plus responsable dans notre consommation. Par exemple, en prenant en compte l'impact environnemental d'un produit lorsque vous l'achetez. Il existe quand même pas mal de choses qui peuvent vous dire si votre produit est respectueux de l'environnement ou pas. Premièrement, son origine. Est-ce que le produit que vous avez en main a été produit et fabriqué localement, c'est-à-dire près de chez vous, donc ça voudra dire qu'il n'aura pas fait des centaines, voire des milliers de kilomètres pour arriver jusque là où vous l'achetez. Par exemple, si vous achetez des fraises issues d'un commerçant local qui n'utilise pas de pesticides et qui produit de façon biologique, et vos fraises, elles auront moins d'impact que des fraises qui viennent d'Espagne par exemple, et qui auront fait du coup des dizaines, voire des centaines de kilomètres, et qui en plus auront sûrement été produits avec des pesticides. Aussi, pour consommer des produits avec un faible impact environnemental, faites attention à la conception du produit. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ce produit est fabriqué avec des matériaux durables et avec un minimum de matière? Est-ce que ce produit est recyclable dans sa fin de vie? Est-ce que je vais pouvoir le revendre, le réparer s'il se casse? Privilégiez aussi des produits plus qualitatifs, même s'ils sont plus chers, car ils vous dureront plus longtemps et ne vous claqueront pas dans les doigts au bout de 6 mois. Et aussi, pour devenir un consommateur plus responsable, il faut faire attention à n'acheter un produit que si on en a vraiment besoin. Bon là, je pense que j'ai pas forcément besoin d'exemples, vous voyez tous de quoi je veux parler, et en plus, c'est un truc qu'il faudrait un peu plus que j'applique dans ma vie. Bref, en prenant en compte tous ces facteurs dans votre décision d'achat, vous consommerez de façon plus responsable. Et vous allez permettre de réduire considérablement les produits de mauvaise qualité et la pollution des industries. Bon après, il faut qu'on s'y mette tous ensemble, les gars. Ensuite, le deuxième pilier que l'on peut mettre en place en tant que consommateur, c'est l'allongement de la durée d'usage avec 3 facteurs. Le premier, c'est la réutilisation. Par exemple, les personnes qui achètent une bouteille d'eau et qui la réutilisent plusieurs fois, bravo à vous. Et encore plus bravo à ceux qui utilisent une gourde, bien sûr. Il y a aussi ceux qui trouvent une autre utilité à la bouteille, par exemple qui en font un entonnoir, big up à une personne qui se reconnaîtra. Ensuite, on a le réemploi. C'est faire don d'un t-shirt, par exemple. Ça permet d'éviter déjà un déchet de plus, et en plus, ça peut aider quelqu'un qui peut en avoir vraiment besoin. Le dernier, c'est la réparation des objets. Si vous cassez une table, au lieu de la jeter et d'en racheter une autre, essayez de la réparer. Donc, à travers ces 2 piliers, nous avons vu ce que nous, en tant que consommateurs, on est capable de faire pour l'économie circulaire. Et pour l'environnement, évidemment. Le dernier domaine, c'est le recyclage. Ce domaine concerne à la fois les citoyens, mais aussi et surtout quand même les organismes de collecte, de tri et de recyclage des déchets comme Citeo par exemple. Nous, déjà, il nous concerne par le fait de bien trier nos déchets. D'ailleurs, pour vous aider au tri de vos emballages pour savoir s'ils sont recyclables près de chez vous, je vous prépare une petite vidéo sur l'appli Guide du tri de Citeo. Et comme son nom l'indique, vous aide à bien trier vos déchets d'emballage. Bref, et pour les organismes du recyclage, eux doivent développer et améliorer tous les systèmes qu'on a aujourd'hui pour collecter, trier et recycler nos emballages. Mais aussi et surtout de trouver de nouvelles solutions qui permettront d'accroître les rendements et la productivité tout en restant éco-responsable. En conclusion, on a pu voir que l'économie circulaire prend en compte tous les acteurs économiques qui jouent un rôle lors du cycle de vie d'un produit, de sa création jusqu'à sa fin de vie. Lorsqu'on parle d'économie circulaire en entreprise, on évoque souvent l'éco-conception et les ressources durables. Pour le consommateur, l'économie circulaire doit résonner en tant que responsabilisation, en achetant mieux et en étant plus attentif à la fin de vie des produits. Et pour les organismes de recyclage, elle doit être comprise comme une idéologie qui vise à développer, trouver et améliorer de nouveaux systèmes toujours plus efficaces pour collecter, trier et recycler nos déchets. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous mettez des choses en place dans votre vie ou dans vos entreprises qui font partie de l'économie circulaire. Voilà, et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez joli crâne mon frérot en commentaire. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, et puis gros bisous quoi.